Bien, après cette courte pause, je vais rentrer dans le vif du sujet, puisque maintenant je vais vous parler, vous expliquer spécifiquement la physique du visage. Donc, c'est la deuxième partie de cet exposé. Alors, ça ne veut pas marcher. Alors, attendez, ça va marcher. C'est juste l'affaire de quelques secondes. Voilà. Donc, voici des exemples de formes de vertébrés de la partie antérieure, la tête. Donc, la lamproie en haut à gauche, on vous a déjà parlé, le poisson flûte, un requin qui présente un visage, si on peut dire, avec des yeux, une bouche, un nez et puis des fentes. Ici à gauche, une raie qui présente quelque chose comme des oreilles, une bouche. Alors les yeux de la raie sont de l'autre côté, hein, et la raie a ses yeux sur le dos et elle va avoir des fentes dans lesquelles il y a des organes sensoriels, puisque comme elle a ses yeux au-dessus, pour manger, pour détecter ses proies et mettre dans sa bouche, et savoir si c'est bon à manger ou pas, elle ne voit pas les proies qu'elle mange, mais elle les voit, entre guillemets, par l'intermédiaire d'organes qui se trouvent dans les fentes brachiales ici. Et là, nous avons un vautour, un certain type de vautour, où on voit assez nettement donc ces trous qui correspondent aux narines, aux yeux, à la bouche et à l'oreille, avec une sorte de continuité d'ailleurs qu'on peut remarquer entre ces trous. Une sorte de continuité ici entre l'œil et le nez, puis ici entre la mâchoire et l'oreille. Alors, prenons par exemple le cas des oreilles. Quand on voit une oreille comme ça, on a quand même l'impression qu'il y a de la physique dedans. C'est un objet enroulé, chiffonné, plié. Alors moi, j'avais distingué la forme de la fonction. Je vais très peu vous parler de la fonction, mais elle découle quand même en partie de la forme. Et c'est comme pour l'œil. Il y a une chose qui est l'appareil photographique, l'œil, et il y a une chose qui est la pellicule, disons la rétine, les nerfs sensoriels. Donc moi, je ne vais pas vous parler du mécanisme de vision ou du mécanisme d'audition, mais je vais vous parler de la morphogénèse. Donc, comme je l'ai dit dans la première partie, en biologie, il y a une vision légèrement préformationniste. Le préformationnisme, c'est l'idée que, héritée de Hartzucker, l'idée est complètement fausse, mais que pour qu'il y ait des humains, il faut qu'il y ait un petit humain dans le spermatozoïde. Alors, on a un peu l'impression que c'est comme ça pour les oreilles, parce que si on a des oreilles, c'est parce qu'on avait des placottes d'oreilles. Alors, c'est un peu embêtant, parce que ça ne fait que reporter la question à c'est quoi une placotte d'oreille alors. Alors, comment on passe du poisson flûte à un visage comme celui d'Alain Delon? Il y a déjà un événement qui est connu, qui a été déjà évoqué comme, en termes de physique par Wilhelm Bliss, c'est le fait que le tube neural, au cours du développement, il subit une flexion, comme du caoutchouc qu'on plie. Donc ça a été décrit depuis longtemps, et donc c'est cette flexion qui va causer une sorte de redistribution des orifices le long d'un arc. Donc, vous allez avoir un trou d'oreille, un trou d'œil, un trou de nez, un trou de bouche qui sont enroulés comme ça. Alors que sur le poisson flûte, ils sont alignés. Alors, allons droit au but. La configuration de référence dont je vous ai parlé et dont je vous ai dit qu'elle était en anneaux et que c'était les tractions sur les anneaux qui causaient la formation d'un tube qui était le corps, en réalité, cette configuration de référence, elle présente une structure qui n'est pas en anneaux, mais qui est une structure biaxiale. C'est-à-dire il y a des anneaux, qui ont fait l'objet de la première partie, mais il y a aussi des rayons. Il y a des anneaux et des secteurs délimités par des rayons. Et ça plie deux fois. C'est-à-dire que les tractions en anneaux vont causer le premier flambage, first buckling ici. Ça va provoquer la transformation du disque en une série de tuyaux. Mais ça continue par la traction suivant les secteurs, suivant les filaments, qui vont causer la formation de nouveaux tubes,
Mais on n'est plus dans la même situation. Avant, on avait une galette ronde qui pliait pour faire un tube. Et maintenant, sur le tube, il se passe des plis, mais il y a déjà le tube. Et le résultat, c'est que les tubes qui vont se former sur ces structures deviennent des tubes sur le tube. Donc, vous avez une configuration qui présente des cercles et des secteurs, et ça se transforme en des tubes avec des petits tubes perpendiculaires. C'est ça qui est le mécanisme de formation de la flûte. Alors, tous ces petits filaments, ils tirent avec des forces très faibles, mais sur quelque chose qui est très, très mou. Dans le précédent exposé, j'ai dit que c'était 200 newtons l'élasticité. Je me suis trompé, ce n'est pas des newtons, c'est des pascals, 200 pascals. Donc, c'est très, très mou. Alors, la question, c'est d'où ça vient que ça présente une structure comme ça. Alors, quand vous voyez une structure comme ça, vous pourriez vous dire, ça ressemble à une tranche d'oignon ou ça ressemble à une tranche de citron. Eh bien, cette impression est tout à fait légitime. En réalité, si vous regardez des plantes, les divisions dans les embryons de plantes qu'on appelle les méristèmes, les divisions ont lieu suivant une séquence assez régulière qui vous génère une structure en cercle et en secteur. Donc l'origine profonde du fait que les fruits, les légumes ont une structure en cerne et en secteur, ça vient du fait que les divisions tendent à être à angle droit. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des secteurs et des anneaux. Alors, sauf au centre, où en fait, ça a envie d'être à angle droit, même au centre. Donc, quand on veut cliver des cellules, la première, ça coupe en deux, la deuxième, ça coupe en quatre, et la fois suivante, ça ne coupe pas suivant la diagonale, parce qu'ici, la diagonale, comme quand vous coupez une pizza, dans le coin, là, ça se passe mal, et ça a envie de se couper à angle droit, et donc, ça fait une coupure comme ça, un clivage comme celui qui est représenté là. C'est un peu le même problème quand on recoupe une pizza. Au début, vous le coupez en deux, c'est facile, vous coupez en quatre, c'est facile, et quand vous coupez des parts plus fines, votre roulette ou votre couteau, dans le coin, ça massacre le coin de la pizza, ça décolle la mozzarella, parce que le coin, c'est une espèce d'espace faible, et quand vous tirez sur un coin, il se passe des choses qui ne sont pas terribles. Alors ici, ce qui se passe quand on tire sur le coin, c'est que le pli se déplace et va se raccorder à angle droit. Et la physique préfère les raccordements à angle droit que les raccordements dans les coins. La nature a horreur des coins. Et bien, les animaux, figurez-vous, c'est comme les plantes. Au début, c'est-à-dire qu'au début, la division, le clivage de l'ovule a lieu comme pour les plantes. Ça, c'est un clivage de poulet. Ah, je m'excuse, je n'ai pas donné la référence, l'auteur, mais c'est dans le papier. Dans mon article, c'est cité, l'auteur de cette photo. Donc, le premier clivage, vous voyez cette forme-là, c'est le même que dans la plante. Là, vous voyez, vous avez une plante ici. Si vous tournez un peu la tête, vous voyez qu'il y a un grand axe qui est comme ici, et il y a un axe qui est comme celui-là, et il y a un axe ici qui est comme celui-là. Dans mon souvenir, les lignes noires étaient copiées sur une plante. Enfin, c'est la même chose. La même chose, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le clivage d'une plante, en tout cas de certaines plantes, est identique au premier clivage des animaux, en tout cas de certains animaux, comme le poulet. Alors ensuite, ça continue et on voit petit à petit apparaître un espèce de pavage où il y a un ordre radial et un ordre orthoradial. Vous voyez qu'il y a des cellules qui forment un quadrillage, mais ce n'est pas un quadrillage comme un damier, c'est un quadrillage plutôt en cible de fléchette. D'accord? Alors, c'est quoi la différence entre les animaux et les plantes? C'est que les plantes, ça ne fait que ça.
Mais les animaux, il va y avoir des tractions suivant ces lignes, en plus qu'il n'y a pas chez les plantes. C'est-à-dire, chez les plantes, il n'y a pas vraiment de muscles, alors que chez les animaux, il y a des muscles. Et ces lignes qu'on voit là vont commencer à tirer. Donc au début, ça ne tire pas, ça fait que couper, et après, ça va tirer. Alors ces lignes qu'on voit au premier stade du développement, on les retrouve plus tard, au fur et à mesure que ça continue le développement. Ça se transmet au fil du développement. Ces lignes, elles sont gravées, elles sont enregistrées dans la masse, et ça crée une sorte de structure fondamentale à grande distance, enfin à grande distance au sens de l'embryon, dans l'embryon, à travers le blastodisque. Donc vous avez une sorte d'arrondi ici, mais qui se raccorde à une ligne orthogonale. Et au cours du développement, tout ça se déforme et ça devient un animal, mais la maquette, les instructions, le principe de fabrication, il est en réalité gravé dans ces lignes. Vous voyez, il y a des embryons sur lesquels ça peut se voir très nettement. C'est la formation de la tête est en cours ici. Vous avez vu certains films dans les images d'avant, on va les revoir. Dans la précédente exposé, on va les revoir. Mais vous voyez qu'il y a la structure en anneau et il y a la structure en secteur qui apparaît. Donc ici, vous avez le secteur qui est là, vous le voyez un peu plus tard, vous voyez que même pendant la formation du sac amniotique, il est toujours là. Ce n'est pas un secteur qui est issu de diffusion de produits chimiques, c'est un secteur qui est gravé dans la masse, qui sert à tirer. Alors, ce secteur dans la zone antérieure, il va correspondre à la zone de la bouche. Alors, c'est connu en biologie comme le secteur cardiaque, parce que ça va contribuer aussi à la formation du cœur, mais le secteur ici, vous voyez, va former la bouche. Le secteur d'après va former les yeux, et le secteur d'encore après va former les oreilles. Donc, chaque organe, en fait, va correspondre à un secteur dans la blastule. Donc, typiquement, si je suis les mouvements au tout début, je vois apparaître un espèce de trou là, une espèce de rond. Et vous voyez que ce rond, c'est un secteur qui se déforme, mais au fur et à mesure de la déformation, ce secteur devient autre chose qu'un triangle. Il change de forme. Donc, par exemple, là, vous voyez une vue globale de la blastula. Vous voyez le secteur ici. Donc, pendant que le corps commence à se former, les secteurs se préparent à faire la bouche, les yeux, les oreilles. Donc, tout ça, c'est très dynamique. Ce n'est pas des espèces de tâches qui sont là et puis qui vont faire les organes. C'est un fluide qui se déforme de façon visco-élastique. Alors, c'est des mouvements qui ressemblent un peu à ceux de la gastrulation, à ceux des enroulements que j'ai montrés dans la première partie. Effectivement, si on suit les mouvements, oui, ce sont des enroulements, des contractions. Si on s'intéresse à la partie antérieure, donc pourquoi il y a la bouche ici, donc ça c'est la partie vraiment antérieure, on voit se former un espèce d'arrondi, d'accord, ici, okay, qui est tout à fait réminiscent du rond de la lamproie, je ne sais pas si vous le distinguez ici, ce rond, qui apparaît petit à petit au cours des déformations du secteur. La partie supérieure du secteur, donc l'intérieur du coin, devient le tube neural, et la partie suivante, c'est-à-dire le premier secteur intersecté par un cercle, devient le tube neural, le deuxième devient la bouche. Alors évidemment, ça continue. Donc, ce n'est pas du tout évident, quand on voit la formation de la tête, que le trou qui est là, c'est en fait un secteur de la blastula. Ça, c'est un film que je montre depuis plusieurs années. J'en ai fait un autre depuis. Donc, vous voyez la formation ici de la bouche. Puisque tout ça, ça bascule pendant que les tubes se forment. Donc là, c'est la flexion dont j'ai parlé, qui avait été décrite par Wilhelm His. Et la flexion du tube neural, elle va faire rentrer le pli de la bouche. Et c'est pour ça que la lamproie, elle n'a pas une bouche comme nous, c'est parce qu'elle n'a pas cette flexion. Alors, vous voyez ici le secteur, vous voyez qu'il se déforme, et vous voyez qu'il y a des espèces de bosses qui sont, on va dire, exactement accrochées au coin qui va former les yeux.
Donc, la position du trait, hein, le trait qui est là, va en quelque sorte accrocher, on dit en physique, va coincer le tissu un peu et ça va suffire à générer une déformation, une bosse qui est la prémisse, le début, l'embryon d'œil. Vous voyez, le coin là, ça va jusqu'à l'œil. Et donc, l'œil est une espèce de baudruche qui se dilate, mais elle présente un espèce de point raide à l'endroit du coin de tissu. Et la poussée du tissu va être accrochée sur le bord du secteur. Le bord du secteur qui ne tire pas encore. Là, pour l'instant, on est à la phase de constitution du corps, mais sur ce corps, il y a des prébosses qui sont la bouche, qui est une sorte de pré-creux, et l'œil, qui est une sorte de prébosse. Donc ça, c'est un film un peu plus long. Et donc, on voit ici le secteur qui va faire les yeux, et on voit ici la trace du secteur qui va faire les oreilles. Donc ici, dans cette région, il y a une sorte de coin là qui va faire les oreilles. Et en avant, il y a une sorte de coin qui coïncide d'un côté avec la bouche et de l'autre côté avec l'œil. Donc le tube se ferme, hein, les yeux commencent à s'étaler sur les côtés. Et vous arrivez à peu près à cette situation-là. Vous avez cette bosse d'œil qui pousse contre l'ectoderme. Hein, donc il y a une sorte de dilatation. Donc on est plutôt, si vous voyez ça du point de vue de la tenségrité, il y a une sorte de poussée sur le tissu qui est retenue par la tension dans le tissu. Mais la tension dans les tissus, elle est un peu plus forte le long de la texture, le long des fibres. Hein, quand vous coupez un citron ou un pamplemousse, le long des secteurs, vous avez des espèces de fibres, c'est un peu plus charnu. Donc, quand vous avez la dilatation, c'est retenu le long des coins. Donc, il y a une opposition entre la tension dans les coins et la dilatation dans la vésicule qui vous cause la sortie d'un espèce de marteau qui va être l'œil. Ce marteau, il appuie contre l'ectoderme. Alors, voilà un film où ça résout les cellules. Hein. Bon, c'est très difficile à faire hein, dans un poulet. Et vous voyez que le futur œil qui est là, il coïncide avec un trait qui est la position du secteur initial, qui était complètement à plat. Mais maintenant, ce secteur, il s'est relevé pour venir ici. D'accord ? Ce trait que vous voyez, c'est la position de votre grande, comment on appelle ça, je ne sais plus le mot, là je fais Alzheimer, une ride, voilà, une ride, un pli du visage plutôt qu'une ride qui se trouve ici. Vous voyez, votre œil, il coïncide avec un secteur qui coïncide avec votre bouche. D'accord ? D'un côté, c'est l'œil, à l'intérieur du secteur, c'est la bouche, et à l'extérieur du secteur, c'est l'œil. D'accord ? Alors, comment ça se forme l'œil ? Par retournement, là, on va voir à grande échelle, on va regarder de loin un embryon. On va les regarder là, regardez bien là, 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 là. Attention, voilà, ça se retourne et vous formez une espèce de tasse de café ici, par retournement de cette espèce de chaussette d'œil qui appuie, appuie, appuie et ça se retourne. D'accord ? Alors, on va le regarder d'un petit peu plus près. Paf, bingo, ça se retourne, l'œil est fait. Donc, c'est un double retournement. L'intérieur se retourne et ça fait l'œil, et la surface se retourne et ça fait le cristallin. D'accord ? Voilà un autre exemple. Toc, ça se retourne et vous avez un œil. Donc, c'est très rapide de faire un œil. Et quand on le comprend dynamiquement, c'est une espèce de ballon qui se contracte et se retourne. Et la contraction, voilà, ici, vous voyez la contraction. D'accord ? La contraction, elle a lieu sur le périmètre, okay, qui est la ligne correspondant au secteur. C'est-à-dire le secteur, il s'est beaucoup déformé et il est devenu un bord d'œil. Ce bord d'œil, il se contracte. C'est la deuxième contraction
qui provoque un tube. Alors, c'est un tube un peu particulier, il est très rond, d'accord, mais c'est un creux, un trou qui invagine sur un dos. Et c'est comme ça que vous avez un trou pour l'œil sur un grand trou qui est le tube neural. Alors, évidemment, il faut de la génétique pour ça. Donc, il y a énormément de gènes qui participent à la formation de l'œil, je crois que de l'ordre de 300, dès qu'ils sont down-régulés, dès qu'ils sont up-régulés par PAX6, qui est le gène maître de l'œil. Mais ces gènes, ils ont comme effet, quand ils sont mutés, de contrarier la contraction. Si la contraction est bonne, vous avez un œil qui est bien fait. Si vous avez une contraction qui n'est pas assez forte, ça ne va pas jusqu'au bout et vous avez un œil qui est incomplet. Donc, c'est l'origine des malformations néonatales. Vous avez des enfants qui naissent sans cristallin, sans pupille, enfin, avec les yeux mal formés, ils sont aveugles, hein, évidemment, hélas, mais c'est lié à des interruptions ou des insuffisances de la contraction de la surface. Alors, si on revient à des modèles, voyez, supposez que j'ai un secteur, mais qui se contracte suivant des lignes, elles ne sont pas représentées là, mais qui se contractent suivant des lignes en cercle. Donc, supposez ici que vous avez des lignes comme ça, et vous les contractez, vous voyez que ça génère une espèce d'arrondi qui va être quelque chose comme la position de la bouche. D'accord ? Si vous avez quelque chose qui est un peu plus latéral, au lieu d'être devant à gauche, vous commencez à être un peu sur le côté. Ben, si vous contractez de façon symétrique, vous faites un espèce d'arrondi. Et si vous contractez de façon asymétrique, c'est-à-dire s'il y a un côté qui tire plus que l'autre, vous créez un œil, en fait, une espèce de structure en œil. Donc, vous avez une contraction symétrique d'un bord qui est un secteur, en fait, et vous récupérez un arrondi. Si vous avez une contraction asymétrique, ça tire plus d'un côté que de l'autre, vous récupérez un œil. Vous voyez, l'origine que l'œil a une forme qui n'est pas parfaitement circulaire, mais qui est pointue dans la direction du nez, ça vient du fait que ça commence à tirer à l'avant et que donc, quand la traction de l'œil commence, la traction est plus forte dans la partie médiane que dans la partie latérale. Donc, c'est pour ça que l'œil présente ces structures-là. Mais là, la structure que je dessine, c'est le résultat d'un calcul. Donc, en quelque sorte, on voit à peu près quelle est la toolbox, la boîte à outils. Ça, c'est une espèce d'œil mathématisé exactement. C'est le regard qui sort de l'équation d'advection d'un secteur dans un quadrupôle. On ne peut pas faire mieux dans l'état actuel. Pour faire mieux, il faudrait raffiner, avoir une meilleure description du fluide viscoélastique, une meilleure quantification des forces. Alors maintenant, on passe aux oreilles. Les oreilles, ça va concerner le secteur suivant qui est là. Alors ça, c'est des embryons qui sont sortis pour pouvoir les filmer. Donc ça se passe par là. Bon, là, ça n'a pas tout à fait fait une oreille. On a l'impression que ça fait une espèce de fente. Alors, ça vient du fait que l'embryon est sorti de l'œuf, donc il est un peu chiffonné ou il se ramasse plus vite. Mais bon, si on les sort un peu plus tard, plus près du moment de la formation de l'œil, alors regardez bien, voilà. Donc c'est un grossissement 4x pour voir le global. Et puis après, on zoome pour regarder un peu plus près. Attention, hop, je zoome et je vois la formation de l'œil. Donc si vous n'avez jamais vu la formation d'une oreille, pardon, c'est vraiment une oreille. Voilà la formation d'une oreille. Et effectivement, c'est un bord ici qui a une forme d'épingle à cheveux, là, vous voyez. Donc ici, vous avez une épingle à cheveux qui monte depuis le tissu plat. L'épingle à cheveux, elle est montée sur le dos. Et sur le dos, elle fait son invagination et ça crée un trou qu'on appelle l'oreille. Donc vous avez une situation qui est en secteur ici. Quand le secteur s'enroule sur le dos, donc quand le dos s'enroule, il tire sur le secteur est ramené le long du dos et ce secteur, il se creuse parce que ça tire suivant les côtés, ça fait un trou ou une fente, ça va dépendre des animaux. Donc voilà, je vous en montre deux. Voilà. Donc ici, vous voyez la trace
du secteur ici, cette espèce d'épingle à cheveux, mais le trou, il est dans le creux de l'épingle à cheveux. Voilà, rebelote. Donc ici, c'est assez net. Vous avez un secteur. Donc ce secteur, hein, on le voit sur la tête, hein, on le devine quand vous regardez quelqu'un de profil. C'est particulièrement visible sur l'implantation des cheveux qui souvent suit ce secteur qui est étiré et amené sur le côté du tube neural. Mais donc, comme la tête se dilate, et le cerveau se dilate beaucoup, ça devient une grosse caboche et on ne voit pas que, en fait, les oreilles étaient sur le dos, sur le sommet du tube neural. En fait, les oreilles ne sont pas dans la tête. Les oreilles, elles sont dans le cou. Simplement, il y a 3 vertèbres du cou qui se sont dissoutes et qui ont été absorbées par le crâne au cours du développement de l'homme, parce que la tête est devenue très, très grosse. Donc, il y a une partie des cervicales qui ont été intégrées dans la tête. Et en fait, la tête, ça va que jusque-là. Tout ce qui est en bas, c'est du cou déjà. Alors, on peut voir de profil. On va commencer par celui-là. Donc, vous voyez, on voit la traction dont je vous ai parlé, c'est-à-dire que la bouche a fléchi, mais la traction continue va contribuer au cœur. Donc, je n'en parle pas. Vous pouvez trouver sur les sites mes conférences où je parle du cœur. Et donc, c'est ça qui fait que ça tire plus sur le visage et que ça fait des yeux en amande orientés vers le milieu du visage. Ici, vous avez une vue de profil que je vais vous remontrer tout à l'heure. Vous voyez la formation de l'œil, la formation de l'oreille. Et là, une vue de profil. Alors, c'est un peu saccadé, oui, parce qu'en fait, il y a quand même des discontinuités. Je dis toujours, c'est à vitesse constante, le développement, oui, c'est à vitesse constante, mais il y a quand même des petits mouvements saccadés parce que quand vous faites des plis, vous avez des trucs qui s'ouvrent, des trucs qui se ferment, et ça provoque des petites saccades. Et quand on regarde de très près la région qui est là, la région de l'oreille, ici, là, c'est la région de l'oreille avant que l'oreille se forme, la tête est à gauche dans ce film, vous voyez que ça contracte. Toc, 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 toc. Donc, vous avez une traction dans une masse qui se dilate. Vous voyez, tenségrité. Moi, je n'utilise pas la tenségrité comme un objet technique, mais je suis obligé d'admettre que le développement, c'est une combinaison de traction sur une masse qui cherche à grandir. Donc, vous avez une compression et vous avez une opposition par la traction. Et comme la traction, c'est une espèce de barésie en cercle et en secteur, bah, vous avez des trucs qui sortent, qui rentrent, et vous vous retrouvez avec un visage. Donc voilà un peu la séquence d'images. Ici, dans la première image, vous avez une trace de ce secteur qui est visible et qui est en train d'effleurer ici le tube neural. Et petit à petit, cette épingle à cheveux se transforme en oreille avec un décalage entre la gauche et la droite. Les organes situés à gauche se développent plus vite que les organes situés à droite, probablement sous l'effet de la stimulation cardiaque. Mais dans mon embryon que j'avais sorti trop tôt, on ne voit pas un trou, on voit une fente. D'accord ? Vous voyez qu'en réalité, les fentes, ici j'ai représenté un dessin de fente, c'est assez proche des trous dans l'espace des formes. Vous avez des animaux qui ont des fentes, comme les poissons, les requins, les raies. Nous, on a plutôt des trous, mais c'est parce que nos fentes se sont séparées de leur extrémité. Et vous avez un trou dans le creux de la fente, vous avez un trou, mais le reste de la fente a cicatrisé. C'est ce qui fait la différence entre les raies et les oiseaux, par exemple. Sauf que vous avez des fentes qui ne cicatrisent pas, et donc vous comprenez pourquoi le bout du bec coïncide avec le bout de l'oreille. Vous vous souvenez, l'oiseau, il avait le trou de l'oreille, c'était le point de départ de la fente du bec, à cause de cette séparation du creux et de la fente. Donc il y a une relation entre les mâchoires et les oreilles. Vous séparez ici, et vous avez la mâchoire qui se sépare de l'oreille. Donc au cours de l'évolution, ça a eu lieu il y a je ne sais pas combien, 100 millions d'années, on observe au cours de l'évolution une séparation de la mâchoire et de l'oreille. Bon, je pense, sans l'avoir prouvé, que c'est dû à ce mécanisme. Donc dans l'embryon, il y a un mouvement rotatoire lié à cette contraction qui emmène la masse
qui va faire l'oreille vers le haut et qui contribue à créer l'oreille. Alors, dans cette région-là, le tissu est différent puisque vous avez le coin de tissu qui vient sur le dos. Et je vous ai dit que les textures, elles séparent des domaines d'élasticité différentes. Alors, effectivement, quand on va plier les embryons, on voit qu'ils aiment bien plier à l'endroit où il va y avoir l'oreille. C'est un endroit qui est mou. En fait, ici, chez nous, c'est un peu mou. On a la peau du goitre, là, alors que là, c'est plein d'os. Bon, effectivement, dans les embryons, c'est déjà mou. Donc, c'est assez facile de creuser un trou à cet endroit-là. C'est un peu la même planche. Donc, vous voyez que en partant d'une situation comme ça, elle va se projeter sur un cylindre et les secteurs vont se retendre et refaire des cylindres et vous allez vous retrouver donc avec une flûte. C'est ça l'explication du poisson flûte. Simplement, si cette flûte, vous la fléchissez, vous avez quelque chose qui ressemble plus à un humain. Alors, je vous ai déjà montré des exemples de dynamique. Voilà un secteur plutôt antérieur, symétrique. Quand il est advecté, il devient plutôt un trou rond. Donc, si vous faites une contraction sans flexion, vous avez plutôt des trous ronds. Donc, c'est le cas de la lamproie qui a un rond devant, mais aussi des ronds sur les côtés. Il y a très peu de flexion. Mais si vous faites beaucoup de flexion, vous avez un secteur qui se déforme et qui prend la forme d'une oreille. C'est une asymétrie dans le terme de contraction. Donc, voilà mes yeux théoriques et voilà mes oreilles théoriques et ma bouche théorique. Vous voyez, le physicien est capable de faire ça. Alors, ce n'est pas Alain Delon, mais c'est un visage, un proto-visage qui est basé sur les premiers principes avec que des équations. Alors maintenant, la formation du nez. C'est très difficile de regarder la formation du nez. Ça a été très peu étudié. Il y a une sorte de dégoût en fait, du nez en sciences. Donc, je pense que le dégoût du nez dans la vie, des glaires, ça repousse un peu les scientifiques. Je pense que même en médecine, ORL, les gens qui travaillent sur le nez, ça ne doit pas être les mieux classés dans les concours d'internat. En sciences aussi, le nez, ça a été assez peu étudié. Et c'est assez difficile à étudier parce que l'embryon, il repose sur le ventre, et donc ça se passe en dessous. Donc moi, j'ai développé des techniques de dissection, c'est pas sorcier, mais où je retourne les embryons, je les pose sur des petites barrettes en plastique, là, et ça permet de retourner l'embryon et de le voir en mode facial. Et donc les films que vous allez voir là, vous êtes peut-être les premiers à les voir. Vous voyez, c'est une tête vue un peu par en dessous. Ça vous évoque un peu les images de livres d'embryologie que je vous ai montrés au début. On voyait des trucs un peu bizarres, des sortes de E.T. Vous savez que le personnage de E.T., il est fondé sur des images d'embryons humains. Alors, vous voyez, de 3/4 face par en dessous, une tête, et paf, là, c'est retourné. On a vu la formation du nez. Attention, paf, la formation du nez, là. Alors, on va regarder en plus gros plan. Attention, tac, le nez s'est retourné. Vous voyez, le trou de nez est apparu. Donc, si vous n'avez jamais vu la formation d'un trou de nez, voilà la formation d'un trou de nez. Je vous ai montré la formation du trou des yeux, la formation du trou des oreilles, et là, la formation du trou de nez. Et à chaque fois, vous avez vu qu'en accéléré, ça donne l'impression d'être un événement rapide. C'est un peu une tautologie de dire ça, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous accélérez, les événements sont plutôt linéaires, lisses, et à un moment, il y a un seuil de bifurcation où une nouvelle force apparaît qui contracte tout et provoque le retournement. Donc, c'est une non-linéarité, une bifurcation. Donc, ici, on voit que, paf, il y a un événement singulier. Donc, c'est l'ancien trapèze œil-bouche qui se retourne. C'est bizarre, on s'attendrait à ce qu'il soit sous l'œil. On s'attendrait à ce que le coin œil-bouche soit sous l'œil. Alors, le coin œil-bouche, il n'est pas sous l'œil. Alors, pourquoi il n'est pas sous l'œil? Oui, alors j'ai remis une planche d'embryon. Donc, vous avez tous ces traits sur les embryons qui vont délimiter les quartiers de l'embryon, les quartiers dans tous les sens que vous voulez. C'est-à-dire, c'est des quartiers comme des quartiers d'orange. C'est des quartiers comme des quartiers d'orange.
Simplement, ils se sont déformés, pliés, gonflés, contractés le long des lignes. Et le résultat, c'est une face. Mais c'est aussi des quartiers au sens où dans chaque coin, la physique va être un peu différente. Et la biologie aussi. Donc, vous allez avoir un endroit, ça va plutôt être olfactif. Un endroit, ça va être plutôt être optique, auditif. Un endroit, ça va être plutôt visuel. Mais vous savez que on sent un peu par les yeux, hein, et peut-être qu'on entend un peu par le nez, je ne sais pas. Alors, pourquoi le coin de nez se trouve là? Donc, quand on repart au début, qu'on voit le départ de la formation de l'œil, vous voyez que la formation de l'œil, c'est assez symétrique. Hein, c'est des films, je crois, que je vous ai déjà montrés. Mais ce n'est pas parfaitement symétrique. C'est-à-dire que la vésicule optique, elle part sur le côté et elle part légèrement en haut et en arrière. Donc, si vous tracez les mouvements, vous voyez qu'elle part sur le côté. Ça, c'est les vecteurs vitesse. Là, c'est la superposition des plans. Donc, on voit que l'écoulement de matière, la gélatine, supposez que mes mains, ce soient les masses qui vont donner les yeux. Ça part comme ça s'étale comme ça, physiquement. Et ça va jusqu'à une espèce d'enroulement vers l'arrière, parce que tous ces mouvements, c'est des forces qui poussent, qui tirent, et c'est des dipôles, c'est des sommes de dipôles, et ça provoque des enroulements. C'est comme les tourbillons hydrodynamiques, c'est des patterns de base de la physique des écoulements dans des masses à peu près plates. Ça fait que des tourbillons. Ça, c'est une vue frontale. D'accord ? Vous voyez le départ. Et si vous le regardez un peu plus tard, vous voyez que ça partait plutôt de devant et ça part un peu vers l'arrière. Vous voyez ? On croit que ça part sur le côté, mais ça part un peu vers l'arrière. Ça se contracte ici. Donc, vous avez une espèce de tuyau qui part un peu vers l'arrière et vers le haut. Et donc, vous avez ce qu'on appelle le eye stalk, le pédoncule optique. Donc, ici, vous avez la vésicule optique qui va faire l'œil. Ici, vous avez la racine de la vésicule optique qui vient du cerveau, qui est le trou à la surface du cerveau par où s'échappe le pédoncule d'œil. Alors, on va revenir sur ce film que je vous ai montré. Et vous voyez que, en fait, l'œil, il part vers la gauche et le trou de nez, il se retrouve désaxé. Il n'est pas en face, attention. Là, vous voyez le point noir ici. C'est le trou. Là, l'œil est en face du trou d'où il provient. Mais au fur et à mesure, ça se décale vers la gauche. D'accord ? Ça se décale vers la gauche, là, ici, donc vers l'arrière. Et le trou de nez, lui, il reste là, dans le futur trou de nez, il reste dans la vésicule cérébrale. Donc, c'est la racine de l'œil. Vous voyez, ici, vous avez l'œil et vous distinguez une cavité là. C'est le trou, le bord dans la vésicule cérébrale. Et vous voyez que ça se décale. Vous voyez la vésicule, le trou ici, ça se décale. L'œil n'est plus en face du trou. L'expression de ne pas avoir les yeux en face des trous. On n'a pas les yeux en face du trou d'où vient l'œil. C'est décalé. Donc ici, vous avez une vue plutôt de face de la formation de l'œil et vous avez ici le trou d'où vient l'œil. D'accord ? Donc ça provient de ce film-là. Vous voyez ? Ok, voilà, l'œil se forme là, mais le pédoncule oculaire, il est aplati contre le cerveau maintenant, il est un peu fléchi, aplati contre le cerveau. Ça, il est là. Donc vous avez ces mouvements de torsion, de décalage de l'œil. Donc vous vous retrouvez avec ici une vésicule nasale, olfactive, où il n'y a pas encore de trou de nez. L'œil est là et voilà, le trou de nez apparaît. Et ça, c'est tout tordu maintenant parce que tellement l'œil s'est échappé vers l'arrière. Vous avez ici un pédoncule qui relie le trou de nez à l'œil. Voilà un autre exemple. D'accord ? Donc, c'est le moment exact de l'apparition du trou de nez. Et je dis, c'est une sorte de grognement primitif. Vous voyez ? Attention. Hop, ça se contracte et le trou de nez apparaît. D'accord ?
ça se contracte et le trou de nez apparaît. Attention, ça se contracte et le trou de nez apparaît. Donc, je vais faire quelque chose de pas très élégant devant vous. Je contracte mon nez. Contracte mon nez. Vous pouvez faire ça là où vous êtes, contractez votre nez. Et vous remarquez que quand vous contractez votre nez, vos narines se dilatent. Alors, c'est la même chose ici. Vous avez un cylindre, vous le contractez. Quand vous contractez le cylindre, ça a envie de dilater l'extrémité. L'extrémité, elle est plutôt en bas. Donc, vous avez le eye stalk, le pédoncule olfactif qui se contracte, ça dilate le trou de nez et ça provoque une délamination et une invagination. En gros, ça décolle. Le fait que ça dilate le trou de nez, ça le décolle de l'ectoderme et ça permet la formation du trou. Alors voilà peut-être mon plus beau film. Vous devinez ici qu'il y a quelque chose qui relie le trou. Là, il y a un trou, mais il n'y a pas encore vraiment de narine. Mais là, il y a un trou. Mais il est dans la masse, le trou. Il est en dessous de l'ectoderme.